faire la conjecture de Kakeya. J'ai trouvé une démonstration hier soir, et donc ça y est, c'est fait. Vous allez avoir... Voilà. Ok, donc je vais commencer par la conjecture de Kakeya. Alors, il va y en avoir trois. Deux sont complètement ouvertes de manière générale, sauf en dimension 2. Donc je vais démontrer en dimension 2 que ça marche, c'est pas très dur. Et il y en a une pour les corps finis. Je ne démontrerai pas le cas des corps finis parce que ça n'amène rien pour le cas général, la démonstration. Mais je dirai 2-3 mots de comment on fait. Mais surtout, je vous démontrerai une borne. Et cette borne, si vous avez le courage, c'est ce qu'a fait Bourgain, vous prenez la même méthode et vous changez un peu, vous suez, et vous avez une borne qui est essentiellement la meilleure connue dans le cas général. D'accord ? Donc je commence par la conjecture de Kakeya. Donc je rappelle que donc, ce qui va nous intéresser, un ensemble E dans Rn. J'avais dit que c'est un ensemble de Bezikovitch. Alors, s'il possède un segment unité, alors par moment, je ne vais pas prendre des segments. Par exemple, pour n égale 2, je préfère prendre des droites, mais c'est essentiellement la même chose. C'est juste que ça sera plus simple avec des droites, mais vous pouvez faire avec des segments, mais simplement il faut écrire, c'est un peu plus pénible. C'est la même idée. Donc je préciserai à chaque fois si je dis que c'est un ensemble avec des droites ou un ensemble avec des segments. Dans toutes les directions. Donc je ne vais pas utiliser la notion d'ensemble de Kakeya, parce que ce qui m'intéressait, c'est justement les ensembles qui sont de Bezikovitch, mais pas Kakeya. C'est un peu ça. C'est les ensembles en généraux. J'avais dit quelques mots hier, on pourrait, dans Rn, on pourrait regarder d'autres problèmes, c'est-à-dire par exemple des ensembles qui contiennent des plans dans toutes les directions, des ensembles qui contiennent des copies des espaces vectoriels de toutes dimensions. Bon, c'est des problèmes qu'ont un peu regardé les gens, mais se sont arrêtés assez vite, parce que déjà, bon, ça c'était déjà... on ne savait pas trop faire. Et puis, si vous regardez dans Rn, et si vous prenez la dimension k plus grande que n sur 2, obligatoirement, il n'y a pas assez de place, et c'est obligatoirement des ensembles de dimension n. Donc il faut regarder des trucs en petites dimensions, et puis donc, autant regarder des droites, c'est déjà assez compliqué. Okay. Si vous voulez voir ce qui se passe, il y a par exemple, vous allez voir le petit livre de Falconer, c'est raconté. Et donc la conjecture, c'est que tout ensemble de Bezikovitch est de dimension de Hausdorff n. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des ensembles de... Il peut y en avoir qui sont de mesure nulle, mais ils ne peuvent pas être plus petits que ça, c'est-à-dire ne peuvent pas être de dimension strictement plus petite que n. D'accord ? Donc tout ensemble de Bezikovitch est de dimension de Hausdorff n. Donc ce que je dis, c'est que le seul cas connu, c'est n égale 2. Et je vais démontrer n égale 2. D'accord ? Donc, théorème qu'on attribue à Davis dans les années 70, je pense.
c'est que la conjecture est vraie pour n égale 2. Donc, je vais faire la preuve. La preuve est pas si horrible. Et je ne sais pas si c'est la preuve originale de Davies. Donc je prends un... Alors je vais l'appeler F. On l'appelle B, comme ensemble de F. Allez. F, un ensemble de Bezikovitch. Et ce que je vais utiliser, donc c'est un ensemble qui contient une droite dans chaque direction. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris droite avec des droites. C'est la définition avec des droites. Bon. Je vais utiliser le principe de dualité d'hier. Donc, ce que je vais prendre, je rappelle, j'avais défini, je crois que c'était ça que j'avais, les droits L de AB. A et B, c'est des réels. C'est à la droite d'équation y égale A plus bx. Et puis, il y avait une droite c'était les notations d'hier. Et puis, si j'ai un ensemble E dans R2, donc ça, c'est une notation. Et après, je vais dire que si E est dans R2, j'avais défini L de E, c'était les droites telles que A et B sont dans E. Donc, c'est les droites A. Ça, c'est une notation. C'est une notation d'hier que je vais garder. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je prends des droites, parce que je vais utiliser les droites. Alors après, je pourrais faire des segments, mais bon. Ben maintenant, je prends mon ensemble de Bezikovitch, et puis je prends comme ensemble E. C'est l'ensemble des couples AB, tels que L de AB est dans F. D'accord ? Et j'ai donc, par définition, L de E est dans F. C'est la définition, il est contenu dans F. Donc, évidemment, après, il peut y avoir des cochonneries, mais on s'en fiche. Bon. Puis maintenant, j'utilise le fait que j'ai un ensemble de Bezikovitch. Donc, j'ai tous les B possibles. D'accord ? Donc, si je projette... Alors, projection, je les avais appelées pi. Il me semble. Sur la direction pi sur 2. 1, 2. Oui, 2. J'obtiens... CR. Je voulais écrire la mesure. CR. OK ? Parce que je vais utiliser la mesure, en fait, après. Hein. Ça va ? Ça, j'utilise Bezikovitch. Donc, on a presque fini, en fait. Alors, bon, maintenant, je vais justement prendre la mesure. Donc, je prends la mesure de ce truc-là. C'est plus l'infini. Je prends une mesure de Hausdorff de la projection. Alors, la projection, elle est lipschitzienne. De toute façon, vous pouvez imaginer, vous avez un ensemble. Vous le projetez, la mesure devient plus petite. Mais c'est un fait général, quand on prend la mesure de Hausdorff et qu'on utilise une fonction lipschitzienne, on perd de la mesure et vous obtenez lip à la puissance s si vous utilisez hs. C'est un petit exercice qu'il faut faire en utilisant des recouvrements. Donc ça, c'est certainement plus petit que h1 de E.
Donc H1 de E est infini. Donc votre ensemble, il est grand. Ça me dit que la dimension de Hausdorff de E, c'est au moins 1. D'accord? C'est ce qu'on a vu hier. Et donc là, vous voyez, ça se dit que mon ensemble, il est grand. Donc, il y a un petit théorème que vous pouvez trouver dans le Falconer qui vous dit alors, toutes ces projections, elles ne sont pas si petites. Pour presque tout état. Parce que si vous avez des projections petites, l'idée, c'est que si vous avez des projections petites, par une espèce de théorème de Fubini, vous allez en avoir un ensemble petit. Grosso modo, c'est ça. Alors ça implique que pour presque tout θ en 0π, la dimension de Hausdorff de la projection, c'est 1. Je les avais appelés Pθ. Bon. Parce que sinon, ça fait des pi, 2 pi sur 2, ça fait un peu bizarre. Bon, je garde pi, mais c'est moche. Cher. Vous avez beaucoup de dimensions. Bon, alors maintenant, j'utilise le principe de dualité. Ça me dit que contrôler ce truc-là, le principe de dualité d'hier, ça me dit que je contrôle la dimension de L de C avec L de C, c'est la droite qui est là, avec L de E. Donc, principe de dualité d'hier. Pour presque tout C, dans R, la dimension de Hausdorff de L de E intersectée avec la droite x égale C, ça vaut 1. C'est le principe de dualité. Contrôler l'un, ça contrôle l'autre. Bon, maintenant, une version de Fubini, vous avez votre ensemble. Vous coupez sur chacune des tranches, presque chacune des tranches a pour dimension 1. Puis là, si vous avez dimension 1, vous pensez que c'est un produit cartésien, ça fait dimension 2. Donc la dimension de L de E vaut 2. Donc là, il faut utiliser une version de Fubini. Mais l'idée, c'est ça. Vous intégrez, quasiment toutes les tranches, c'est de dimension 1. Vous intégrez sur un ensemble de dimension 1, vous obtenez un ensemble de dimension 2. Et donc, la dimension de L de E, c'est 2. Mais L de E, il est dans F. Donc F, qui est encore plus grand, il est de dimension 2. Et on a démontré. OK? Donc c'est ce truc un peu miraculeux de ce principe de dualité là, qui permet de conclure. Alors vous voyez que c'est là où vraiment on a utilisé le fait qu'on était en dimension 2 parce que c'est simple. Là, il faudrait couper avec des plombs, enfin je sais pas trop. Enfin, ça marche pas. Ça va? Bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Alors maintenant, je vais donc, contrairement à ce que j'annonçais, je ne vais pas la démontrer. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment les gens ont essayé d'attaquer la conjecture. Donc ça, c'est des idées de Bourgain dans les années 80-90. Et donc, l'idée de Bourgain, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la fonction maximale. Alors, je vais faire le lien avec la fonction maximale. Alors, je vais peut-être dire quelques mots, parce que ce n'est pas une fonction maximale usuelle. Alors, si vous ne connaissez pas trop les fonctions maximales usuelles, je vais commencer par faire ça. Parce que ce n'est pas inintéressant,
de parler des fonctions maximales usuelles. En plus, ça a un lien avec Kakeya, avec le problème de Kakeya. Et donc, il va y avoir une version fonction maximale de la conjecture de Kakeya, mais elle est plus forte. Elle implique Kakeya. Mais les gens pensaient que c'était plus simple parce que c'est analytique, vous allez voir. Donc je vais parler maintenant de fonction maximale. Des fonctions maximales. Si vous cherchez une référence pour ça, bon, ça va vous faire peur parce que c'est un peu comme le Federer, c'est un pavé. C'est le livre de Stein qui s'appelle Harmonic Analysis. Et il y a tout un chapitre sur le problème de Kakeya lié aux fonctions maximales. Donc les preuves de ce que je vais raconter, elles se trouvent par exemple dans ce livre. Donc la fonction maximale très classique, c'est la fonction maximale de Hardy-Littlewood. Donc ça, c'est un objet très classique en analyse réelle. Donc vous partez d'une fonction f, disons localement intérable. Et puis vous allez définir la fonction maximale, donc elle s'appelle m, de f en x. C'est le sup sur les r positifs. Alors, oui, juste, je vais utiliser une notation pour pas que ça soit trop lourd. Ce que je vais noter pour un ensemble, ça, c'est sa mesure de Lebesgue. Parce que si je commence à utiliser ça, ça va être un peu lourd. Donc vous faites 1 sur la mesure de B de XR. Vous allez prendre la moyenne, c'est ce que je suis en train de dire. OK. Donc ça s'appelle la fonction maximale. Bon, après, on peut s'amuser à faire autre chose. C'est que là, ça s'appelle la fonction maximale centrée. Donc après, vous pouvez prendre le sup sur toutes les boules qui contiennent x, mais x n'est pas forcément le centre. Et ce que je vais dire, je crois, est faux dans ce cas-là. Donc il faut faire attention. Alors, le point de ce truc, c'est que cette fonction maximale, elle est bornée sur les espaces LP. Donc phi M est borné sur LP. Mais il faut faire gaffe, on n'a pas le droit de prendre 1. Et en 1, elle est bornée L1 à la faible. Donc là, c'est borné LP-LP. Ça envoie MF en norme P est plus petite qu'une constante fois norme LP de F. D'accord. Peut-être que je devrais le noter comme ça pour dire que là, ce n'est pas justement L1, L1, c'est L1 à la faible. Est-ce que L1 faible, ça. Vous voyez ce que. Non, j'écris ce que ça veut dire. Alors, juste 2 mots avant de dire. Le problème, c'est que si vous voulez démontrer ça, le plus simple, c'est d'abord de démontrer ça. Et après, d'appliquer. Tu appelais ça comment? Le principe de Cavalieri, Emmanuel? On utilise. Non, mais je le fais sans faire l'interpolation. Tu peux le faire avec le principe de Cavalieri. Et donc, il faut utiliser L1 à la faible. Oui, mais c'est pour les gens comme moi qui n'aiment pas l'interpolation. OK? Ouais, c'est le principe du millefeuille qui va servir. Mais il faut d'abord démontrer celui-là. Et pour démontrer celui-là, il faut utiliser un théorème de recouvrement qu'on appelle le théorème de recouvrement 5R, qui vous dit tout simplement, si vous avez un recouvrement par des boules, vous pouvez en extraire un recouvrement par des boules disjointes, sauf que ce n'est pas vraiment un recouvrement par des boules disjointes, vous pouvez trouver des boules disjointes telles que 5 fois la boule
L'union de 5 fois les boules recouvre l'ensemble. C'est-à-dire, vous avez des boules qui sont disjointes maintenant, elles ne recouvrent plus l'ensemble, mais si je les multiplie par 5, ça marche. Ce n'est pas difficile à démontrer. Et ce qui est assez amusant, c'est que tout ce que je raconte, Rn, on s'en fout. La mesure de Lebesgue, on s'en fout. Vous prenez un espace métrique avec une mesure doublante, ben, tout ce que je raconte est vrai. Et ça, c'est ce qu'on appelle des espaces de type homogène. Et les espaces de type homogène, c'est un espace métrique, ou un espace quasi-métrique, avec une mesure doublante. Ces espaces homogènes ont été créés il n'y a pas loin d'ici, à Orsay, dans les années 70, par Kaufmann et Weiss, qu'ils ont donné des cours à Orsay, et ils ont créé. L'idée, c'était, à ce moment-là, l'analyse harmonique se faisait énormément un coup de théorie de représentation. Et donc, l'idée de Kaufmann-Weiss, qui ne devait pas aimer la théorie de la représentation, c'est de trouver autre chose. Et ils ont trouvé un cadre un peu général, et ce cadre général, c'est ce qu'ils ont appelé les espaces de type homogène. Donc, une mesure doublante, je peux écrire la définition, c'est juste qu'il y a une constante, telle que si vous prenez la mesure d'une boule double, elle est contrôlée par la mesure de la boule de rayon R. C'est ça qu'on appelle une mesure doublante. Donc, c'est typiquement, c'est Lebesgue, mais bon. Et le théorème que je vous ai donné, le théorème 5R, avec des mesures comme ça marche très bien. Okay. Donc les espaces de type homogène ont longtemps été considérés comme le cadre idyllique pour faire de l'analyse harmonique. Puis, il y a quelques années, il y a des gens qui ont montré qu'en fait, on pouvait s'en passer. Donc le cadre idyllique est devenu... on n'a pas besoin de cette condition, en fait. J'ai promis de donner la définition de ça. J'ai écrit comment? Donc, ah oui, alors j'ai écrit avec ça. Donc, je prends la mesure des points pour lesquels ma fonction maximale elle est grande. Ben, c'est contrôlé par une constante sur T. La norme est l'un d'eux. Ouais. Si vous étiez L1, vous voyez que c'est... ça s'appelle comment? Une unité de Chebyshev, Markov, je ne sais jamais comment c'est. Des trucs bêtes. Si vous prenez latéral sur L1, et puis c'est simple. D'accord? Donc ça c'est classique, la fonction maximale de Hardy-Leibniz. Alors vous pouvez vous amuser à faire autrement maintenant. Il y a d'autres fonctions maximales. Alors je me place là dans n égale 2. Alors vous pouvez remplacer ça, vous pouvez remplacer par des rectangles, par exemple. Vous prenez tous les rectangles qui contiennent, ou qui sont au pourcent x, ou qui contiennent x. Ce n'est plus borné. Et la démonstration, justement, ça utilise la conjecture de Kakeya. Enfin, ça utilise la construction de Kakeya. Si vous prenez des rectangles, et maintenant, au lieu de prendre toutes les directions possibles, vous prenez des rectangles avec côté parallèle aux axes, c'est continu maintenant. Donc c'est un truc qui est assez intéressant, mais peut avoir des comportements assez bizarres. Donc si vous regardez un bouquin d'analyse harmonique, souvent dans les premiers chapitres, on parle de la fonction maximale. Donc maintenant, je vais définir une fonction maximale qui est adaptée à mon problème. Et puis l'idée, ça sera, encore une fois, de démontrer des inégalités un peu comme ça. Mais ça va être un peu plus tordu. Ça ne sera pas aussi simple, on ne va pas démontrer que la fonction maximale, elle envoie LP dans LP, parce que vous allez voir, il y a des paramètres. D'accord? Mais ça sera la même idée. Donc c'est pour ça que les gens se disent, ça c'est simple, on connaît bien les fonctions maximales, donc si on se ramène à un problème de fonction maximale, on a peut-être une chance d'y aller, de gagner. D'accord? Alors pour faire ça, j'ai besoin de quelques notations. Non, je suis les mêmes. Alors je vais un peu tricher peut-être. Donc je prends une direction. Je prends un point. Je vais essayer de garder les mêmes notations, sinon je vais paumer. Je prends un point dans Rn. Et puis je vais prendre un petit paramètre delta.
Et puis, je vais définir un tube. Alors, je vais définir un tube. Donc, je l'appelle T comme tube. Il est dans la direction V. Il va dépendre de delta. Il est au point A. Donc, je fais juste un dessin. Je vais appeler ça des tubes de Kakeya. Alors, je ne vais pas donner la définition, vous allez comprendre. Ce n'est pas très dur. Vous avez votre point A et vous avez la direction V. V, c'est une direction. Vous prenez un segment unité. Donc, je vais faire le dessin en rouge. Donc, vous prenez votre segment unité. Et puis, vous prenez un cylindre de rayon delta. OK ? Puis on va définir une fonction maximale associée à ce truc-là. Donc je vais garder les mêmes notations que... Donc là, alors il faut faire attention, c'est que la fonction maximale tout à l'heure, c'était une fonction qui prenait des points. Là, elle va être un peu différente. C'était à une fonction f, j'associais une fonction mf de x. Donc là, ça va être un peu différent. Donc on définit la fonction maximale de Kakeya. Donc f étoile. Elle dépend du petit paramètre delta. Et il faut faire attention, tout à l'heure, c'était des fonctions qui allaient de Rn dans Rn. Là, elle prend une direction et elle envoie sur R. Donc c'est une fonction, mais maintenant elle est sur la direction. Et donc f delta étoile de V, donc c'est le même principe. Vous prenez le sub pour A dans Rn. Vous faites 1 sur la mesure du tube de Kakeya, dans cette direction au point A, à l'échelle delta. Vous intégrez le long du tube la fonction f. C'est le même principe. Oui, c'est un vrai... C'est un vrai cylindre. C'est un cylindre. Oui. Je prends un segment, alors oui, c'est que... Ouais, je ne suis pas bon en dessin. Il est là. Oui, c'est... Simplement, je voulais faire un cylindre, mais... Donc, c'est un vrai cylindre. Oui, c'est la longueur du cylindre, c'est exactement la norme de V ou c'est une norme 1 ? C'est une norme 1. V donne juste la direction. V donne la direction. Dans les notes, ce n'est pas exactement défini de la même façon, mais ça revient essentiellement au même. J'ai pris une notation de Tao, j'ai fait confiance, pour une fois. Ça va ? Est-ce que ça va, cette... Donc, ce que je dis, c'est que si j'arrive à avoir une inégalité comme j'ai fait pour la fonction maximale de tout à l'heure, j'ai Kakeya. OK ? Donc je vais écrire maintenant, parce que l'inégalité, elle est un peu moins... Parce que vous voyez, il y a un petit paramètre delta. Et je vais expliquer après pourquoi, moralement, ça marche. Puis après, j'ai essayé de faire une démonstration. D'accord ? Donc, ce que je dis... Donc, le but, c'est prouver une inégalité du type.
Alors, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Parce qu'il y a un delta. Alors le delta, on va essayer de le tuer avec un epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe une constante C epsilon, telle que F delta étoile, alors en norme LP, je vais dire qui est LP après. Mais là, on intègre, comme j'ai dit, c'est une fonction qui vit sur la sphère, est plus petite qu'une constante epsilon, delta puissance moins P, norme P de F. Pour un certain P. Non, non, le delta, il est ici, en fait. Il n'y a plus de delta, en fait. Le delta, c'est, justement... Donc, je me suis planté. Non, le delta, il y est. Delta puissance moins epsilon, pardon. Oui, c'est ça. Sinon, il n'y avait plus de... OK. Donc, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a ce terme-là, mais sinon... en fait, c'est comme tout à l'heure, simplement, il y a une constante qui dépend de delta. Puis on est obligé de mettre un epsilon. OK. Donc ce que je dis, c'est que si on a ça, ça implique la conjecture de Kakeya. Donc, étoile implique Kakeya. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous partez d'un ensemble de Bezikovitch. Donc, mon ensemble alors là, je vais prendre des segments, parce que vous voyez bien que donc, j'ai mon ensemble de Kakeya. Donc, mon ensemble de Kakeya, il a des segments, il possède des segments dans toutes les directions. Alors, je fais exprès de les mettre comme ça dans un premier temps. Et puis maintenant, si je me donne un petit delta, bah je peux construire, pour ces segments, je construis un tube. D'accord? Je construis des tubes. Et évidemment, là, je suis dans le cas où je suis content. Parce que grosso modo, j'ai fait un recouvrement de mon ensemble, ça ne se chevauche pas. Donc je vais obtenir un ensemble qui est de dimension optimale. Donc évidemment, ce que je dois contrôler, c'est les mauvais cas. Les mauvais cas, c'est quand je vais avoir des trucs vont se couper, et puis vous voyez, les tubes ils vont se chevaucher, et puis je vais perdre de... Et donc, ce que je dois contrôler, c'est la chose suivante. Vous donnez un delta. Puis maintenant, sur la sphère, vous allez prendre un ensemble de directions qui est delta dense. C'est-à-dire que c'est des directions qui sont à peu près tous à distance delta. C'est un ensemble maximal qui sont à peu près à distance delta. Vous prenez les tubes qui correspondent, vous prenez la réunion des tubes, et vous voulez qu'ils ne se chevauchent pas trop. Donc vous prenez la mesure de la réunion des tubes. Et vous voulez me dire que c'est plus grand que quelque chose. Il se trouve que c'est relié à une dimension qui s'appelle la dimension de Minkowski, et ça doit être en log de delta, si on veut avoir gagné. Et donc la transcription de ce que je viens de dire géométriquement, c'est ça. C'est-à-dire, montrer que les trucs ne se chevauchent pas trop, ça revient à démontrer des inégalités comme ça. Parce que si ça se chevauche trop, ça va exploser. Ça va se chevaucher. Mais justement, c'est ça que je ne sais pas faire. Ce que je dis, je répète ce que je dis, je ne veux pas que ça se chevauche trop. Donc là, géométriquement, ce que je veux, c'est que je veux contrôler les chevauchements. Une façon de façon analytique de contrôler les chevauchements, c'est d'avoir une inégalité
fonctionnelle comme ça. C'est une version analytique de dire je contrôle pas les choses. Je contrôle le nombre de chevauchements. C'est un peu ça l'idée. Et tu l'appliques à une fonction f particulière? Bien sûr. Alors je voulais faire une démonstration et j'aurais bien voulu parler des corps finis. Et les corps finis, c'est plus intéressant parce que l'idée, hein, c'est ce qu'a dit. C'est pas difficile l'idée. Hein. On va appliquer essentiellement l'inégalité qui est là à mon union de tubes. Alors, on ne va pas faire exactement comme ça. Donc, je vous donne l'idée. Vous partez de votre ensemble de Kakeya. Et vous voulez démontrer qu'il est de dimension n. D'accord? Sachant que vous avez ça. Donc, l'idée, ça va être évidemment, je vais sortir du chapeau et la fonction que je vais appliquer. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre un recouvrement de mon ensemble. OK? Par des boules. Donc j'ai un recouvrement de E. Alors je prends des boules, hein, ici, qui sont comme ça. Et ce que je veux montrer, c'est que si S est plus petit que n, la somme des RI puissance S, je le contrôle, c'est pas 0. C'est contrôlé de manière un peu uniforme. Alors, faites attention dans les notes, j'utilise une mauvaise manière. Enfin, en analyse, on met des constantes C, et d'une ligne sur l'autre, c'est toujours la même. Donc C plus C, ça fait C. C au carré vaut C. Alors, sinon, on met ça. Donc ça veut dire qu'il existe une constante C telle que j'ai ça. Et si j'ai ça, j'ai gagné. Et en fait, c'est ça je vais obtenir ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est là que c'est un peu compliqué, c'est pas exactement à celle-là qu'on va prendre. On va prendre la fonction indicatrice de la réunion des boules, qu'on va un peu modifier. On met un 10 pour que tout tombe bien à la fin. Et puis les boules, on va les rassembler par taille. Donc on va utiliser plusieurs familles de boules. Pour chacune des familles de boules, on va utiliser les estimés. Tous les rayons sont essentiellement les mêmes. C'est-à-dire on prend les boules qui sont à peu près de rayon RI, c'est 2 puissance moins K, c'est compris entre 2 puissance moins K, 2 puissance moins K plus 1. Et puis après, on va les regrouper par rapport à ces boules. On va regarder quels sont les segments, quels sont les tubes qui vont intersecter. Puis en mettant tout ça ensemble, c'est un calcul qui est assez simple, hein, c'est fait dans les notes. Et vous utilisez ça, et ça va vous sortir exactement ce qu'il faut. C'est assez miraculeux, mais ça marche. Alors, juste pour finir sur la conjecture de Kakeya, en fait, vous ne pouvez pas avoir n'importe quel P. C'est faux si P est plus petit que N. Donc la conjecture de Kakeya, c'est ça avec P égale N. Et ça, c'est la conjecture de la fonction maximale. De Kakeya. C'est connu pour n égale 2. Donc n égale 2, c'est connu. Il y a une preuve géométrique de Cordoba et il y a une preuve très analytique avec des transformés de Fourier de Bourgain. Donc ça, c'est les années 1990-2000. D'accord? Donc ce que je dis, hein, c'est que la conjecture de la fonction maximale de Kakeya implique Kakeya. Et les gens pensaient que c'était plus simple. Bon, ça n'a pas l'air d'être décisif. Ça va? Donc je répète, ça c'est une version analytique de contrôler comment se mettent les tubes les uns par rapport aux autres. Alors je finis avec le cas des corps finis parce que j'ai dit que c'était simple, donc je vais essayer de faire la démonstration et évidemment je vais me planter et donc vous allez dire, il nous a menti, il ne sait même pas le faire. Bon.
Donc le cas des corps finis, hein, il ne faut pas voir qu'on se dit que si on sait faire les cas des corps finis, on sait faire le cas général par approximation, je ne sais pas quoi. En fait, ça a été proposé par Wolf comme étant un bébé modèle, quoi, enfin, comme un modèle simplifié, en se disant que si je sais dire des choses, peut-être que je peux appliquer les méthodes, des méthodes combinatoires que je vais utiliser dans le cas des corps finis, je vais peut-être pouvoir les adapter dans le cas plus compliqué. Simplement, là, je vais faire avec des droites dans les corps finis, et je vais compter les points. Dans le cas de Rn, les droites, c'est mes tubes de Kakeya, et le cardinal, c'est la mesure. Et c'est beaucoup plus compliqué. Mais je vais vous donner un argument qui s'adapte pour obtenir une borne sur Kakeya. Le vrai Kakeya. Donc, cas des corps finis. Donc, c'est un argument dû à Bourguin. Donc, là, la conjecture de... C'est dans un article de Wolf. Il vous propose cette conjecture. Donc, je vais essayer de suivre les mêmes notations que... Donc, je prends FQ, le corps à Q éléments. Puis je vais considérer un espace de dimension n sur FQ. Puis je vais le noter soit FQ de n, un espace vectoriel. Sur FQ de dimension n. Puis on va dire que E dans FQ de n est un ensemble de Bezikovitch. Si je me donne n'importe quelle direction non nulle, il existe un A dans FQ de n tel que A plus TV reste dans E, quel que soit T dans FQ. OK ? Et donc la conjecture, qui n'est plus une conjecture, mais la conjecture initiale, c'est qu'un ensemble de Kakeya, un ensemble de Bezikovitch, pardon, dans FQ de n doit être grand. Donc, grand ici, ça doit être... vous voyez, il y a beaucoup de droites. Hein. Donc, on a l'impression qu'on a tout l'ensemble quasiment. Hein. Effectivement, la conjecture dit qu'on a une grosse proportion de l'ensemble qui est dans E. Donc, la conjecture... c'est que, donc à n fixé, il existe, je vais noter comment c'est n, tel que si E est Bezikovitch, le cardinal de E, donc ça doit être à peu près comme Q puissance n, mais il faut que je fasse gaffe, c'est que ça doit dépendre de la constante, elle va dépendre de n, hein, c'est 1 sur Cn. Vous avez une grosse proportion des points, finalement, E contient une grosse proportion des points. D'accord ? Et donc ce que je dis, c'est que la conjecture, elle est démontrée par Dvir. Donc, vrai. Avec Cn, c'est factoriel n. C'est pas optimal. D'accord ? Est-ce que ça va ou... Alors, je répète que je ne fais pas la démonstration de Dvir parce qu'elle n'amène rien dans mon cas. En fait, l'idée, c'est que pour contrôler
la taille d'un ensemble, il suffit de regarder le degré d'un polynôme qui l'annule. C'est un truc bête, mais si vous prenez deux réels, un ensemble fait par deux réels, ça annule un polynôme de degré 2 et certainement pas un polynôme de degré 1. Ben, c'est ça qui marche. Vous prenez un ensemble de Bézikowitz, à cause du fait qu'il est un ensemble de Bézikowitz, il ne peut pas annuler n'importe quel type de polynôme, puis vous mettez dans la machine et c'est gagné. C'est vraiment aussi bête que ça. Il y a un truc que je ne comprends pas, parce que ton 1 sur Cn, c'est assez simple, les cardinaux de E sur Q puissance n, en fait. Non, il existe une constante Cn, Indépendante de Q. indépendante de Q, oui, ça dépend que des dimensions. Oui, regarde, en fait, c'est factoriel n qui marche, par exemple. C'est pas optimal parce qu'après de Vir, il a montré que vous pouvez... D'accord, c'est bon. Alors, je vais démontrer une borne. Donc maintenant, j'efface ça. Je vais démontrer une borne et je vais vous expliquer que cette borne n'est pas si mauvaise. Je vais essayer de démontrer... Je vais vous faire la démonstration de cette borne. Donc, sauf que, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, la borne, c'est cardinal de E, donc à montrer. Donc, sous les mêmes hypothèses, donc c'est un peu plus faible. Donc, j'ai ma constante, une certaine constante que je note Cn-1. Et là, je n'ai pas Q puissance n, j'ai Q puissance... Alors, là, je ne l'ai pas mis sur mes notes, c'est n plus 1 sur 2, je me rappelle. N plus 2 sur 2. Bon, pourquoi c'est pas si mauvais que ça? C'est que Bourgain, en utilisant cet argument dans le cas continu, il a montré une borne sur les ensembles de Kakeya, sur les ensembles de Bézikowitz dans Rn, qui est n plus 2 sur 2, et puis en travaillant un peu plus, il a montré que c'était n plus 1 sur 2, plus un certain epsilon de n. Donc ça, c'est quasiment la borne optimale dans Rn, en fait. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas si mal, finalement. OK? Allez, on essaye de démontrer ça. On commence par n égale 2. Alors, pour n égale 2, je vais démontrer un résultat un peu plus général. Mais l'intérêt, c'est que ce résultat général, je vais l'utiliser pour le cas en dimension supérieure. C'est pour ça que donc, je pars d'un ensemble E donc, qui contient au moins Q sur 2 points sur M droite distincte, de droite DJ, avec des directions différentes. De direction. Okay. Ce que je dis, c'est qu'après, il suffit que j'appuie. Enfin, j'écris ce que je veux. Le cardinal de E est plus grand qu'une certaine constante fois M fois Q. Et le cas qui m'intéresse, c'est quand M, c'est Q-1. Parce que c'est le nombre de droites. C'est Q plus 1. C'est Q carré moins 1 sur Q-1, donc je ne sais plus mes identités remarquables. Donc ça fait Q plus 1. Mais donc c'est de l'ordre de Q. Voilà. OK? Donc je dis que ça implique ça dans le cas inégal. Donc M, ça implique aussi que M est plus petit que Q plus 1. Non, c'est important parce qu'à un moment, sinon une égalité va être débile. M, c'est plus petit que Q plus 1. OK? Maintenant, je vais écrire une inégalité, une suite d'inégalités
et ça va me donner ce qu'il faut, et puis je commenterai pourquoi les inégalités sont vraies, d'accord? Il faut juste connaître Cauchy-Schwarz. Donc, 1/2 de QM. Alors, la première inégalité, c'est assez simple, parce que ça, c'est certainement plus petit, alors limite, je peux le faire au fur et à mesure, que la somme pour J égale à 1M du cardinal de E inter dJ. C'est mon hypothèse. Alors là, je fais un coup de Cauchy-Schwarz. Donc j'obtiens un cardinal de E. Donc ça, c'est Cauchy-Schwarz. La somme pour J et K du cardinal de dJ inter dK. Alors, il ne faut pas que je me trompe, puissance 1,5. Alors, il faut voir comment on fait Cauchy-Schwarz. Alors, comment on fait Cauchy-Schwarz? Vous écrivez ça en mettant la somme pour les x dans E. Puis après, vous faites avec des fonctions indicatrices si ça, vous les aimez mieux. Puis vous faites un Cauchy-Schwarz en mettant un 1, comme d'habitude, et puis vous obtenez ça. Donc il faut écrire cette somme avec une somme en x dans E. Enfin, d'accord? Une fois que vous avez écrit cette somme dans E, une somme dans E, vous faites Cauchy-Schwarz par rapport à cette somme, et puis ça vous fait ce qu'il faut. C'est vraiment Cauchy-Schwarz. Il faut l'écrire. Alors après, si vous faites un petit calcul, ça c'est cardinal de E à la puissance 1,5 fois m plus q moins 1 à la puissance 1,5. Donc ça, vous comptez. Puis ça, vous avez gagné parce que ça fait plus petit que cardinal de E à la puissance 1,5. Et puis là, bon, il y a une constante qui est 2 ou je sais pas quoi. mq à la puissance 1,5. Et puis vous faites passer le mq à la puissance 1,5 de l'autre côté et vous obtenez mon inégalité. Bon, donc j'ai gagné pour n égale 2. Donc là, il doit y avoir bon, 2. Quand j'étais en thèse avec Guy, David il disait prenez 100 comme ça vous êtes sûr. On ne cherche pas la meilleure constante. Bon, maintenant je fais m est plus grand que 2. Alors je vais peut-être essayer de garder. Je peux effacer ça? Alors oui, alors c'est là où si m, enfin le m, si le m était beaucoup trop grand, j'aurais des trucs bizarres. Et là ça marche, je peux remplacer m est plus petit, que le n disparaît à la fin. D'accord? Bon, ça c'est simple. n égale 3. Enfin, n plus grand que 3. Alors, je vais écrire alors, mon ensemble, c'est une réunion de droite. Et donc, alors, ça peut être une réunion de droite avec des points qui se trimballent tout seuls. Alors, je vais écrire que c'est une réunion de droite et je ne tiens pas compte des points qui se baladeraient dans la nature. Donc, E, c'est une réunion de DJ, des droites. Et des droites, j'en ai q puissance n moins 1 sur q moins 1. Il y en a q puissance n moins 1 sur q moins 1. Donc c'est à peu près... On ne fait pas de l'algèbre, on fait de l'analyse. Disons comme qn moins 1. OK. Je vais l'utiliser. Donc il faut voir, hein, j'ai ce nombre de droites. Alors c'est là qu'intervient l'astuce de Bourgain. On va définir, alors il appelle ça le bush argument. Alors je crois que c'est l'argument de l'arbuste ou du buisson. On se donne un mu. Positif, il faut l'imaginer entier. Et à la fin, la dernière ligne dans la démonstration, c'est si je prends mu égale quelque chose, j'ai gagné. Donc je vais faire deux cas. Dans deux cas, je vais obtenir deux estimés qui vont dépendre de mu. Puis à la fin, je dis, bah tiens, si je prends mu égale ça marche. OK? Donc, on dit qu'une droite dk est une droite
de haute multiplicité si on a la chose suivante. Pour au moins Q sur 2 points de dk, donc il y en a Q, c'est-à-dire la moitié des points de dk, ben, il y a plein de droites dj qui passent par ces points x. Donc, le cardinal de l'ensemble des j tel que x est dans dj, donc dj c'est les autres droites, c'est plus grand que, disons, mu plus 1. Donc vous avez votre droite, il y a la moitié des points, il y a plein de droites qui passent. Donc vous avez deux cas. Il n'y a pas de droite de haute multiplicité. Je prends F, l'ensemble des points de E. Alors, c'est l'ensemble des points x de E qui appartiennent à moins de mu droite. Donc, ce cas-là est assez simple. Alors, ce que je dis, c'est que comme il n'y a pas de droite de haute multiplicité, F intersecte chaque dj en au moins Q sur 2 points. Parce que sinon, il y aurait une droite de haute multiplicité. Donc ça, c'est un truc à vérifier. F intersecte chaque dj en au plus, j'ai dit Q sur 2 points. Donc on a alors que cardinal de E, c'est plus grand que cardinal de F. Donc là, il y a un petit truc à vérifier que sinon, si j'avais pas ça, en passant au complémentaire, j'arrive à me montrer qu'il y a une droite. D'accord ? Bon, c'est un petit argument. Et puis là, je termine. Ça, c'est plus grand que les éléments, là, ils appartiennent au plus mu. Donc je divise par 1 sur mu, puis je fais la somme sur j des cardinales de F inter dj, mais ça, c'est plus grand que Q sur 2. Donc j'obtiens plus grand que C mu, mais c'est sur mu, et j'ai un Q fois Q puissance n-1. Parce que sur chaque droite, j'ai au moins Q points, alors je devrais mettre un Q sur 2. J'ai au moins Q sur 2 points, puis j'ai à peu près Q puissance n-1 droite. Donc j'obtiens à la fin ça. Donc ça me donne une première borne. On a presque fini, parce que maintenant on a le cas où il y a une droite dk qui est de O2. Donc le deuxième cas, il existe dk, une droite de haute multiplicité. Et c'est là qu'on va se ramener au cas précédent. Donc pour se ramener au cas précédent, on va couper par des plans. Et puis on va appliquer le cas n égale 2. On va se ramener au cas n égale 2. Alors il faut faire ça à peu près proprement. Donc je prends soit PJ, l'ensemble des plans, c'est des espaces de dimension 2 qui contiennent ma droite dk. Alors maintenant, il faut se souvenir, c'est quoi, par définition de la droite de haute multiplicité, ça veut dire que les points de dk, il y en a plein qui coupent. Donc je regarde maintenant les droites dj qui vont intersecter. Donc il y a au moins mu
Q sur 2, ça c'est la définition de la haute multiplicité droite DJ qui intersecte des K. Et chacune d'elles est contenue dans un unique PJ. Ce que je dis est... Enfin, et elle contient, cette droite contient Q-1 point qui ne sont pas dans des K. Et chacune d'elles, donc elle est contenue et contient Q-1 point qui ne sont pas dans des K. Ils intersectent en un point et c'est tout. C'est des droites qui ont toutes des directions différentes. Et voilà, on a fini. Donc j'appelle Ali. C'est l'ensemble alors c'est l'ensemble des droites DJ. Chaque DJ est contenu dans un pays, et donc ça c'est les LJ, c'est l'ensemble des DJ qui sont contenus dans le pays. Puis maintenant, oui, c'est où ça ? Oui, en fait c'est fini. C'est pour ça que je cherchais où c'était. Donc maintenant, j'applique le cas, je prends E, je l'intersecte avec PI. Donc je me suis ramené au K n égale 2. Puis j'enlève les points qui sont sur DK, je l'appelle FQN, privé de DK, et je calcule le cardinal de ce truc. Ben, j'applique le K2, n égale 2, et ça c'est plus grand que une constante C fois Q fois cardinal de ma famille Lie. Je suis exactement dans les hypothèses de tout à l'heure. Bon. Maintenant, ces ensembles, ils sont tous disjoints. Donc le cardinal de E, il est certainement plus grand que CQ, hein, la somme, sur I des cardinals de LI. Puis maintenant, c'est quelque part, il y a de mu sur Q droite qui est machin, donc ça, c'est certainement plus grand que C, Q carré sur 2 mu. C'est le nombre qu'on a dit au départ, c'est la première ligne peut-être. Puis maintenant, il suffit que je prenne mu de la forme Q puissance n-2 sur 2 dans les deux cas et ça me donne la bonne borne. Donc vous choisissez Q de la... Voilà, et c'est fini. Donc vous voyez, vous n'avez pas menti trop, ça va. Ça s'est rusé. Alors, si vous voulez voir, alors cette démonstration, moi je l'ai pris dans le bouquin de Wolf qui s'appelle Harmonic Analysis, et c'est en fait une démonstration qui se trouve dans un article. Tom Wolf est mort il y a quelques années, et c'était publié après sa mort. Il avait écrit un article dans un proceeding, c'est en fait l'article qui est à la fin, il faut faire attention, c'est à la fin de l'article. Si vous voulez avoir une version light, c'est-à-dire pour des gens qui ne sont pas trop familiers avec des corps, il y a un petit livre de Josevich, il est cité dans la biblio, où c'est un cours, il est prof à l'université du Wisconsin, je ne sais pas où, et c'est un truc qu'il a fait pour des étudiants à la fac. C'est des étudiants qui ont choisi le parcours maths, on dirait chez nous, et il suppose vraiment rien. Donc le premier chapitre, il démontre Cauchy-Schwarz.
Puis après, il explique ce que c'est que FQ et FQ de n, et puis il représente FQ, FQ de n, et puis après, il fait l'argument qu'il a, il le raconte, il fait la conjecture de Davis, ce que j'ai raconté, le théorème de Davis, il explique pourquoi c'est vrai, et c'est vraiment élémentaire. Il y a plein de petits exercices, mais qui sont évidents. Donc je vous conseille ce livre, et à la fin, il explique la vraie conjecture de Kakeya. Donc ce livre est très bien. Je signale aussi qu'il y a un livre qui peut intéresser vos étudiants, mais il est peut-être plus difficile à mettre en forme pour faire un TIPE. C'est un livre récent de Borelli et de je ne sais plus qui s'appelle « En cheminant avec Kakeya ». Mais c'est quand même, je trouve, le bouquin de Josevich, c'est vraiment, on fait des maths. Borelli, il n'y a pas beaucoup de maths qu'on arriverait à manipuler, mais ça peut être une lecture, un cadeau de Noël qu'ils peuvent se faire offrir pour lire jusqu'au jour de l'an, pour s'occuper. C'est un livre où il n'y a pas beaucoup de maths, on raconte un peu avec les mains, donc c'est peut-être moins manipulable pour un TIPE. Le bouquin de Josevich, c'est très bien. Moi, je le tente cette année sur un stage de 2e année à la fac. Donc je vous dirai, si Type n'a rien compris, je vous dirai arrêtez les frais. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Oui, hier tu as parlé de lien avec les travaux de Green sur les progressions arithmétiques de nombre premier. Alors, ouais, ça, j'ai pas trop regardé, donc je veux pas raconter de conneries. C'est raconté un petit peu dans Josevich, parce que le titre du livre, c'est A View from the Top, et le sous-titre, c'est Analysis Combinatorics on Number Theory. Et donc, il fait un peu le lien. Sinon, il faut prendre le truc de Tao. Il raconte ça un petit peu dans les notices de l'AMS. C'est lié à ces histoires c'est des histoires de combinatoires. Comment ces droites-là, ces tubes-là, comment ils vont s'intersecter. Et là, ça fait apparaître la combinatoire. Donc, il y a des problèmes de Gowers, tout ça qui interviennent là-dedans. C'est un domaine, c'est super riche. Je crois qu'il y a un type qui a écrit un bouquin sur la conjecture de Kakeya, c'est un pavé. Et il y aura de l'analyse harmonique, il y aura des EDP, il y aura de la combinatoire, il y aura la théorie des nombres, la théorie géométrique de la mesure. Enfin, c'est vraiment un truc. Donc, je vous conseille, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a aussi il y a un survol de là-bas, ça fait partie des références, dans le bulletin de l'AMS, donc qui reprend un peu ça et qui essaye d'expliquer, qui est pas mal fait, je trouve. Donc, il y a pas... En fait, là, pour répondre à la question, ça a des liens avec les travaux de Green et Tao, en fait, pas avec la partie nombre premier, avec la partie combinatoire additive. Voilà, c'est la partie combinatoire additive. Je cherchais pas la partie nombre premier, pas la partie vraiment analytique de cette preuve, mais plutôt la partie vraiment combinatoire. Combinatoire additive, c'est ça le problème. Merci. Je cherchais le nom. Donc c'est lié aux travaux de Gowers, donc combinatoire additive. Donc après, moi, j'ai pas parlé, mais parce que bon, c'est un sujet très riche. Il y a problème de restriction, problème de restriction, c'est prendre la transformée de Fourier, mais au lieu de la regarder dans Rn, on regarde sur des surfaces. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a de la continuité? Des choses comme ça. Ce que je vous conseille de regarder, si vous voulez voir une application jolie à l'analyse harmonique, c'est l'article de Pfefferman à Annals of Math en 1971. Je pensais que c'était illisible, mais en fait, je suis allé le voir et j'ai compris. C'est pas dur. Il montre que c'est une vieille conjecture qui est sur les multiplicateurs ce qu'on appelle les multiplicateurs du disque, les multiplicateurs de la boule. Et il montre que ça ne marche pas. Et il utilise Kakeya. Et c'est très très bien expliqué dans l'article de Pfefferman qui doit faire 4 ou 5 pages. Donc sinon, dans les notes, j'ai fait une démonstration parce que c'est pas dur. Enfin, j'ai mis sous le tapis, il y a 2-3 calculs de géométrie élémentaire, vous allez voir, il le fait. Donc c'est un sujet très riche, en fait, qui a débouché sur plein de choses. Bien, y a-t-il d'autres questions? Oui, donc. Juste pour préciser, quand il y a une inégalité maximale avec des tubes, là, donc on ne sait pas le prouver à part la mention de ça. Et il y a même une version faible, tu vois qu'on est dans L2 faible, je sais pas, enfin, dans Ln faible, c'est pas non plus faire ça en fait. Alors non, tu as des versions, mais qui permettent... Alors je crois que tu as des versions, mais avec des exposants qui ne sont pas les bons, et du coup, tu obtiens
des dimensions qui ne sont pas les bonnes. Il me semble qu'il y a des inégalités comme ça. C'est fait dans Wolf, il arrive à démontrer des inégalités, mais ce n'est pas les bonnes inégalités pour obtenir la bonne dimension. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir ensuite appliquer. Donc, des inégalités faibles, je ne suis pas sûr que... Avec l'argument que je t'ai donné, enfin que je vois, je ne suis pas sûr.